Fin de la visite d'État du président de la République à Alger, Abdelaziz Bouteflika se dit plus que jamais aux côtés du Mali pour faire aboutir le processus de paix. Soumaïla Cissé est désormais le nouveau chef de file de l'opposition. Son parti, l'URD, l'a désigné cet après-midi. Un choix consécutif à l'adoption par l'Assemblée nationale en février dernier de la loi portant statut de l'opposition. Journée nationale de la courtoisie sur les routes, la 5e édition lance une campagne d'information, de formation et de sensibilisation sur la sécurité des personnes en situation de handicap. Nous sommes mardi 24 mars. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a regagné Bamako cet après-midi de son voyage en Namibie et en Algérie. À Alger, avec son homologue Abdelaziz Bouteflika, il a été question du processus de sortie de paix au Mali. Le président Bouteflika a réaffirmé son soutien total au chef de l'État dans sa quête de paix. En Namibie, il a pris part à la célébration du 25e anniversaire de l'indépendance du dit pays ainsi qu'à la cérémonie d'investiture de son 3e président. Un satisfecit général se dégage de ce voyage, nous dit le président de la République au micro de Nyanya Aliou Traoré à son arrivée. J'étais à Windhoek pour assister à l'investiture d'un vieil ami, d'un camarade de lutte, le président Agege Ngouba, qui est un cas de la SWAPO que je connais depuis quelques lustres maintenant. Pour la première fois, nous avons reçu la visite d'un premier ministre de l'Afrique australe au Mali. C'était Agege Ngouba, donc un ami sûr. Ça a été un bonheur de voir le président Sam Nujoma, un lutteur que tous les anciens connaissent, que tous les Africains qui s'intéressent à l'histoire d'un continent, la brillante épopée de ces hommes qui ont eu souci de tenir au lever l'étendard de la liberté dans des zones où ce n'était pas facile, ce n'était pas la mode, ce n'était pas évident. Des retrouvailles assez émouvantes, avec aussi notre nouveau président de l'Union africaine, le président Mugabe. Et je crois que ce sont des choses qui comptent. Et nous avons tenu beaucoup à cette participation, parce que nous croyons il est vraiment temps que les barrières tombent entre l'Afrique selon les clivages linguistiques. Ça n'a rien à voir avec nos réalités, et le peuple voit plus loin que cela, vu l'accueil que nous avons reçu. Nous avons assisté à une investiture magnifique, avec un homme d'État qui savourait son mérite historique, le président Nujoma, qui assistait de manière assez émouvante à cette Namibie qu'il a voulu, qu'il a contribué à créer et dont il voyait le parcours brillant se reconfirmer avec le 3e de la lignée SWAPO. Donc, Sam Nujoma, la paix, Pouamba, la stabilité, et Agege Ngouba, la prospérité. C'est comme ça que ça se décline en Namibie. Je pense que pour un pays qui vient d'où l'on sait qu'il vient, c'est fabuleux ce que nous avons vu. Chacun de la délégation a pu constater les progrès fabuleux dans tous les domaines accomplis par ce pays-là. Nous sommes allés ensuite en Algérie. Dès mon arrivée, le passage presque obligé au monument des martyrs, où se déroule le martyrologue du peuple algérien. Et il fut à la fois brillant, mais fabuleusement émouvant, ce parcours-là. Nous avons compris combien de sacrifices il a fallu consentir pour que l'Algérie soit où elle est aujourd'hui. Et cette Algérie qui a conquis avec les armes sa liberté et sa place, cette Algérie aujourd'hui se tient très fermement à nos côtés, très fermement à nos côtés. Cela nous a été dit par un homme de mérite, un homme d'État hors pair, le président Abdelaziz Bouteflika.
L'entretien était d'une cordialité magnifique. C'était au total donc une visite attendue, de mise, de reconnaissance de ce qui a été fait pour le Mali et pour l'Afrique et pour la paix mondiale, au fond. C'est de ça qu'il s'agit. Et avec une humilité, avec une courtoisie, jamais surprise, et beaucoup d'amitié, de sincérité, de fraternité vraie. Et c'est cela que je crois qui est de mise, et c'est cela seul qui compte pour nous. Ce matin, nous avons terminé en nous rendant à l'aéroport par la visite d'une unité industrielle qui produit des camions, de belles factures solides, aussi bien civiles que militaires et d'autres usages, des cars, des autobus, tout cela évidemment dans une nation confiante en son devenir, en son présent, et qui est prête, absolument prête, à aller le plus loin possible avec nous. En remerciant du fond du cœur les peuples namibiens et algériens et leurs dirigeants pour ces marques à l'endroit du Mali et de notre personne. C'est par la visite d'une entreprise de construction de véhicules que le président de la République a bouclé sa visite d'État de 72 heures en Algérie. En visitant cette usine, Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit impressionné par la technologie algérienne. Pour lui, plus besoin d'aller chercher loin ce que nous avons à côté de nous. Envoyé spécial Adama Kamara, Amadou Sankaré. Découvrir le savoir-faire algérien en matière de technologie, voilà tous les sens de cette visite du président de la République sur les installations du complexe de la Société nationale des véhicules industriels SNV. Créée depuis 1967, cette entreprise a pour vocation d'exploiter et de gérer les usines de construction mécanique du secteur public. Spécialisée dans la construction de camions versions civiles et militaires, mais également des bus, la SNV emploie de milliers de travailleurs qui produisent près de 3500 véhicules par an. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a visité presque tous les compartiments du processus de fabrication de ces engins, s'est dit impressionné par le talent du peuple algérien. Quand on est amis, on savoure le bonheur de l'autre, on savoure le succès de l'autre. Sinon, ce n'est pas l'amitié, c'est quelque part biaisé. Et mon amitié pour l'Algérie n'est pas biaisée. Pourquoi je suis très satisfait de ce que j'ai vu ici aujourd'hui. Vous avez vu voir une chaîne du départ à la fin, monter dans un bus que l'on vient de mettre en route quelque part, ça fait chaud au cœur. Et je dis à mon frère qu'il est un ministre heureux. Il a une vision belle, une vision claire, une vision nette de sa mission. Et à la tête de l'industrie algérienne, c'est une belle chose. Et je pense que là également, nous avons un vaste champ de coopération bilatérale. Et ça n'a plus besoin d'aller chercher aux antipodes ce que nous avons à côté, à la porte. C'est là très très heureux. C'est, je crois, la cerise sur le gâteau. Elle a été ajoutée, et tant mieux. La Société nationale des véhicules industriels d'Alger avait pris part au 2e rallye Paris-Dakar, c'était en 1980, dans la catégorie camion, où elle avait remporté la première place. Ce camion est aujourd'hui exposé au sein de l'entreprise. L'actualité en ce jour, mardi 24 mars, l'actualité elle est tragique avec l'accident d'avion survenu aujourd'hui en France, le crash de l'Airbus A320 d'une compagnie allemande faisant la liaison Barcelone-Düsseldorf. L'avion s'est écrasé pour une raison encore inconnue dans la région de Digne-les-Bains en France. À bord de l'appareil se trouvaient 144 passagers et 6 membres d'équipage. Le président de la République, à son arrivée, a adressé ses vives condoléances au peuple français, allemand et espagnol. Nyanya Aliou Traoré nous parle de ce drame. 8 minutes pour l'Airbus A320 de la compagnie allemande low cost Germanwings de s'écraser dans les Alpes françaises avec 150 personnes à bord, toutes mortes.
Cette durée suggère une descente rapide mais pas une chute libre, estiment des experts de l'aviation. La catastrophe reste pour l'instant inexpliquée. Parmi les victimes, on compte 67 Allemands, dont 2 bébés, 45 Espagnols et des Turcs. La chancelière allemande Angela Merkel s'est dit bouleversée par le drame ainsi que le roi Philippe VI d'Espagne qui a interrompu la visite officielle qu'il menait en France en raison du crash. Ici au Mali, le chef de l'État, tout juste après son arrivée, s'est incliné pieusement devant la mémoire des disparus. Je suis vraiment attiré par cette nouvelle et je m'associe bien évidemment au deuil des familles allemandes et espagnoles qui ont perdu les leurs dans ce désastre. Et je voudrais à l'occasion donc envoyer aussi bien au roi Philippe VI qu'à la chancelière Merkel, mais condoléances les plus émues, les plus attestées, au président Hollande également, dont le pays a malheureusement été le lieu de cette catastrophe aérienne. Tout le peuple malien s'associe avec moi en douleur et en sympathie avec tous ceux-là qui ont perdu les leurs. Et nous prions pour leurs âmes. Il s'agit du premier accident d'un avion de ligne sur le sol français depuis celui d'un Concorde à Gonesse, près de Roissy, en juillet 2000, qui avait fait 109 morts. Le président de la République française accueillera ce mercredi la chancelière Angela Merkel et le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, sur les lieux de la catastrophe. Aux dernières nouvelles, une des boîtes noires de l'Airbus A320 a été retrouvée. Nyanya Aliou Traoré, à la suite du président de la République, le gouvernement du Mali a appris avec une profonde affliction le crash d'un Airbus A320 de la compagnie Germanwings dans les Alpes de Haute-Provence en France. Aujourd'hui, 24 mars 2015, transportant 144 passagers et 6 membres d'équipage. Le gouvernement du Mali exprime une pensée pieuse pour l'ensemble des victimes et présente à leurs familles et proches ses condoléances les plus attristées. Le gouvernement du Mali témoigne en cette douloureuse circonstance sa compassion et sa sympathie entière au gouvernement frère d'Allemagne, d'Espagne et de Turquie. Le ministre de l'économie et des finances, Mamadou Igor Diarra, participe depuis hier lundi à Washington à la 3e réunion sur la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international et des discussions sur la nouvelle stratégie. Des rencontres sont également prévues avec les responsables de la Banque mondiale. En marge de cette rencontre qui vise à renforcer notre partenariat avec les institutions de Bretton Woods, le ministre Mamadou Igor Diarra aura un entretien avec la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Le ministre est à la tête d'une délégation comprenant des cadres de son département, des représentants des ministères de l'équipement et des transports, de l'énergie et de l'eau, de la solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction du Nord, du développement rural ainsi que de banquiers. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, a lui rencontré cet après-midi la presse. Objectif, donner la vraie information sur l'explosion survenue hier lundi à Gao. Où et comment l'explosion s'est produite? La réponse avec le ministre Shogel Kokalamega. Il est au micro de Mamour Sidibé. Mesdames et messieurs, j'ai souhaité vous rencontrer pour rester dans la dynamique de la communication gouvernementale telle que nous la pratiquons depuis quelques semaines, à savoir vous informer régulièrement de certains événements préoccupants pour notre population. Il s'agit en l'occurrence de l'explosion qui s'est déroulée hier à Gao dans une maison et qui suscite beaucoup de commentaires dans notre pays. Le point de presse d'aujourd'hui a pour essentiellement objet de vous dire exactement ce qui s'est passé et ce que le gouvernement en sait à date. Effectivement, le lundi 23 mars 2015, aux environs de 15h40, la maison d'Isiaka Alfari,
marabout, si au quartier château de la ville de Gao, s'est écroulé sous une forte explosion. Les investigations sont en cours de concert avec la MINUSMA pour non seulement identifier d'éventuelles victimes, mais aussi pour connaître les causes et la nature de l'explosion et situer les responsabilités. Les constats à date sont les suivants. C'est qu'à la suite de la déflagration, on a trouvé des corps déchiquetés d'au moins 2 personnes. La dite maison était fréquentée régulièrement par des ressortissants du village du marabout dont je viens de parler, qui, je dois le rappeler, n'est plus de ce monde. Et en effet, il a été appréhendé au lendemain du déclenchement de l'opération Serval par les forces armées maliennes. Les populations voulaient s'en prendre à lui physiquement, mais l'armée l'a protégé. Il a été transféré à Bamako pour les besoins d'enquête. Il était donc détenu à Bamako. Il est tombé malade et depuis quelque temps, il n'est plus de ce monde. C'est important à souligner parce que des rumeurs font croire que c'est des personnes qui ont été libérées ici, qui sont allées commettre l'acte dont nous parlons aujourd'hui. Il faut rappeler que pendant la période d'occupation, beaucoup des forces occupantes et leurs dirigeants logeaient dans ce village. Certains venaient d'ailleurs de ce village. Aujourd'hui, les investigations sont en cours et le gouvernement, avec l'appui de la MINUSMA, vient d'envoyer un robot pour fouiller les décombres. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque de le faire avec des hommes aujourd'hui. Il peut y avoir d'autres explosifs. Je dois dire que notre population a droit à l'information la plus minime soit-elle pour éviter que les rumeurs ne s'installent. Ce qu'on sait aujourd'hui et qu'on imagine, c'est que c'est à la suite des manipulations d'un explosif. Je crois par inadvertance ou par toute autre raison que cela est arrivé. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade et c'est l'information que je voulais donc vous communiquer afin que la population à travers vous ait la bonne et la vraie information. Voilà la version Bamana de ce point de presse du ministre Shogel Kokala Maïga après ce journal. Et la version Soraï aussi, le ministre Shogel Kokala Maïga parle Soraï. La réforme du secteur de la sécurité au Mali est le thème d'un atelier de formation organisé à l'intention des journalistes. Il s'agissait de les imprégner de la dite réforme afin qu'ils soient des relais, afin aussi que les populations sachent qu'elles sont partie intégrante de la sécurité. Boubacar Sissoko, compte rendu. Les journalistes sont les meilleurs relais pour mieux informer et sensibiliser les populations. Cet atelier d'appropriation du processus de la réforme du secteur de la sécurité vise donc à imprégner les hommes de médias de la dite réforme. Parce que qu'est-ce qu'on entend par tel terme, qu'est-ce qu'on entend par tel mot, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça recouvre, qui est concerné. Il était bon vraiment qu'ils viennent développer devant nous ces différents aspects, puisque notre rôle à nous étant aussi d'informer ensuite la population, de servir de relais. Si nous ne maîtrisons pas un petit peu ce processus de réforme, si nous ne maîtrisons pas ce qui est prévu dans cette réforme du secteur de la sécurité, il sera impossible pour nous d'informer les gens qui vont nous lire ou nous écouter ou nous regarder à la télévision. Comme pour dire que la sécurité concerne tout le monde. Sans la moindre sécurité, il est difficile d'avoir la confiance des investisseurs nationaux comme étrangers. Les discours sur le développement, sur l'amélioration des conditions de vie des populations, l'école, la santé, l'emploi, le logement, rien de cela ne peut se réaliser lorsque le pays n'est pas en sécurité.
C'est pour cela que je suis persuadé que la question sécuritaire est aujourd'hui prioritaire et fondamentale dans tout ce qui se fait dans notre pays. La cible est donc la mieux indiquée pour une large diffusion de la réforme du secteur de la sécurité au Mali. La réussite du processus de réforme dépend pour une large part de l'adhésion de la population. Or, celle-ci ne peut s'approprier la démarche que lorsqu'elle en est saisie toute la portée. Aussi, devra-t-elle disposer de toute l'information nécessaire. Notre rencontre ce matin participe de cette démarche car elle a pour but de partager avec les hommes et les femmes des médias les objectifs en attente de la réforme du secteur de la sécurité en vue d'une meilleure appropriation nationale. Les exposés sur les différents thèmes permettront aux journalistes à mieux cerner les contours de la réforme du secteur de la sécurité. Fin de la visite du ministre de la Défense et des anciens combattants à Gossi, Ambori, Douanza et Ségou. Tchema Hubert Koulibaly a échangé avec les forces armées maliennes sur leurs conditions de vie et de travail. Envoyé spécial Daouda Sidiki Diarra. Après l'étape des chaos, le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est rendu à Gossi afin de rencontrer les éléments de l'unité méariste. De par sa rigueur au travail, l'unité a maintes fois été félicitée par les autorités militaires. Au compte de l'opération Maliba, c'est cette unité qui aurait arrêté l'ex-commissaire Mouchao Aliou Touré. En cours de chemin, le ministre a visité les chameaux de l'unité méariste avant de se rendre à Ombori, au centre de mise en condition opérationnelle de nos forces. La défense et la sécurité du pays, c'est d'abord l'affaire des Maliens. C'est d'abord l'affaire des Maliens. Quelle que soit l'aide qui puisse nous parvenir. D'ailleurs, cette aide ne peut être que temporaire, elle ne peut être que partielle. Nous sommes appelés, nous avons vocation à prendre en charge les questions de défense et de sécurité de notre pays nous-mêmes. L'armée malienne de demain, au-delà de défendre son territoire, son pays, sa nation, sa patrie, devra être capable de se projeter en dehors du Mali pour aider éventuellement un pays frère qui en aura besoin. Cap sous Douanza, ici le ministre est venu voir et comprendre les problèmes des éléments du GTA Elou. Après une semaine de recyclage, Elou est redéployé sur le théâtre Maliba. Tout comme dans les autres garnisons visitées, le ministre a échangé avec les hommes sur leurs conditions de vie et de travail. Les camps militaires de Ségou partagent les mêmes problèmes à l'instar des autres camps. Il faut que la vie en caserne reprenne dans notre armée. Et cette loi de programmation militaire qui va nous aider à remettre nos infrastructures à niveau nous permettra aussi de faire en sorte que la vie en caserne reprenne. Et cela est une nécessité pour garantir l'efficacité de notre armée. La vétusté des infrastructures, les rappels des salaires à la promotion et bien d'autres problèmes ont été évoqués par les hommes. Ayant pris bonne note des doléances, le chef du département de la défense et des anciens combattants a beaucoup insisté sur le renforcement de l'instruction militaire, l'entretien des matériels et la discipline sans lesquelles la victoire au bout du canon serait impossible. Une patrouille des forces armées maliennes appuyée par les forces armées Barkhane vient de sillonner certaines localités de la frontière Mali-Mauritanie. L'objectif de cette opération est toujours de contrôler et d'anéantir la mobilité de ces groupes terroristes. Mohamed Bouakoulibaly avec la voix de Fousséni Samaké. Cette manœuvre conjointe des forces Barkhane mauritaniennes et les FAMA a concerné des localités de la frontière Mali-Mauritanie. Son objectif était de fouiller le terrain, découvrir les caches d'armes et carburants des groupes terroristes afin de les mettre hors d'état de nuire. On avait pour mission de sécuriser l'axe Tombouctou jusqu'à la frontière est de la Mauritanie, notamment en passant par les grandes villes Razelma, Bouna, Bitagungu, Lerneb. En fait, on devait sécuriser aussi la population de ces grandes localités. L'armée que d'aucuns disent qu'elle nous tue, l'armée a prouvé qu'elle nous aide, elle ne nous tue pas. Et on est très fiers de notre armée et que vraiment, ils doivent vraiment continuer à venir nous rendre visite. Lerneb, Bouna, Bitagungu et Gargando ont bénéficié de consultations médicales et de soins gratuits. Nous, réellement un honneur
de leur venir en aide et de leur montrer que nous sommes de cœur avec eux, que même si on devrait renouveler cette mission, en tant que service de santé des armées, nous sommes toujours prêts à le faire. Dans le cadre de cette opération, des actions civilo-militaires ont été menées. Elle a permis de distribuer 6 tonnes de vivres et environ 400 patients des communes de Razelma, Lerneb, Bouna, Bitagungu et Gargando ont bénéficié de consultations médicales. La communauté internationale face aux défis récurrents de la crise au Sahel, c'est le thème d'un colloque international qui a ouvert ses travaux ce matin à l'hôtel Salam de Bamako. Le colloque est organisé par la Fondation Adenauer et les experts des questions sécuritaires venus de la Libye, du Tchad, du Niger, du Nigeria et du Sénégal prennent part à cette rencontre. Rencontre suivie par Suleiman Kenza Sidibé. Quelles nouvelles orientations pour meilleure contribution de la communauté internationale aux efforts de paix et de sécurité au Mali et dans le Sahel, l'Afrique de l'Ouest et l'équation Boko Haram au Nigeria, le Mali face aux nouveaux enjeux et défis liés à la crise au Sahel, tels sont les principaux sujets qui seront abordés par ce colloque international. Pour la sécurité et la stabilité au Nord Mali et la région, la mise en synergie des actions s'impose tant les défis à relever sont multiples. La région du Sahel et le Nord Mali spécifiquement font face à des problèmes récurrents dont la résolution nécessite des efforts collectifs. C'est tout de même heureux de remarquer que plusieurs projets concrets et programmes spécifiques pour le Sahel sont en cours de mise en œuvre avec pour objectif le rétablissement de la paix et la sécurité, du développement et de la stabilité de la région. La situation au Nord Mali est multidimensionnelle et requiert une approche globale. Tant les acteurs sont différents, tant les routes menant au trafic sont légion. Il y a cette coïncidence entre les routes de trafic, les routes de la criminalité internationale et avec les routes du djihadisme international, ce qui doivent être régulés à plusieurs niveaux. Le Sahel, le Nord Mali, des zones aux alliances sécuritaires sont en quête permanente de la stabilité. La communauté internationale joue sa partition avec plus ou moins de bonheur. Cependant, la symphonie, devant être audible, relève des pays de la région du Sahel. C'est parti depuis ce matin pour les activités de la Journée nationale de la courtoisie sur les routes célébrées aujourd'hui 24 mars 2015. La sécurité des personnes en situation de handicap dans la circulation routière, tel est le thème dédié à cette 5e édition. Il s'agira de multiplier les campagnes d'information, de formation et de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route. Mouroum Sissoko, compte rendu. Au Mali, les personnes en situation de handicap représentent 15% de la population. Ces personnes vulnérables ont des difficultés à partager l'espace routier avec les autres usagers de la circulation. C'est pourquoi la 5e édition de la Journée nationale de courtoisie sur la route à travers ses activités entend améliorer la sécurité des personnes en situation de handicap sur les voies. La sécurité des personnes handicapées dans la circulation routière est pour la Fédération une préoccupation fondamentale. C'est pourquoi elle a remis en 2011 la canne blanche au président du conseil d'administration de l'AGEROUTE, en 2012 au commandant de la sécurité routière et en 2013 au président de la Fédération nationale des syndicats des transporteurs. Cette journée consacrée à la sécurité des personnes vulnérables prouve toute l'attention que les autorités accordent aux couches fragiles de la population. La courtoisie, c'est ce qui fait que le moins costaud, que le moins rapide n'est pas effrayé de rencontrer le plus rapide, le plus costaud. C'est un élément de civilité, mais c'est aussi un élément de civilisation. Je vous invite à observer 3 conseils dans la courtoisie au volant. La première, c'est de dire je garde mon sang-froid en toutes circonstances et ne m'énerve pas du tout. Deuxième chose, je fais attention aux usagers les plus exposés aux dangers de la circulation, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, enfants, personnes âgées et personnes en situation de handicap. Et enfin, je reste courtois sur la route. Je n'insulte personne.
je ne fais aucun signe désobligeant envers les autres. Le ministre Hamadou Konaté et le président de la FEMA ont reçu respectivement 5 panneaux de signalisation pour passage de personnes en situation de handicap et 50 casques protecteurs. Le geste émane de l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. Révolution du 26 mars 1991, l'Union nationale des travailleurs du Mali a organisé une conférence débat sur le rôle que la centrale syndicale a joué dans l'avènement de la démocratie et du multipartisme dans notre pays. Pour les conférenciers, l'UNTM a joué un rôle important dans la chute du régime à travers la grève illimitée décrétée à l'époque. La conférence s'est déroulée à la Bourse du Travail en présence de notre reporter Mohamed Jara. Au Mali, la démocratie et le multipartisme n'ont pas été acquis sur un plateau d'argent. De nombreuses vies ont été sacrifiées pour que le Mali nouveau puisse voir le jour. À l'avant-garde de cette lutte, plusieurs associations. Et 24 ans après les événements de mars 91, l'Union nationale des travailleurs du Mali ouvre le débat pour expliquer le rôle que la centrale syndicale a joué pendant la révolution. Le constat que nous avons fait au niveau du bureau exécutif de l'INTM, c'est qu'on a tendance vraiment à occulter certaines réalités par rapport à la participation, par rapport au rôle que l'UNTM a joué dans l'avènement de la démocratie au Mali. C'est vraiment difficile de comprendre que, vu tous ces rôles que l'UNTM a joué dans les mouvements démocratiques, que l'UNTM soit ignoré, qu'il ne soit pas au centre vraiment des événements. Mais on ne peut pas mettre l'UNTM en dehors des événements. Nous sommes les faiseurs d'histoire dans ces pays-là. Il faut qu'ils acceptent ça et qu'ils le reconnaissent, même si nous n'avons pas besoin de leur pouvoir. Même ne sont pas indifférents également à leur pouvoir. Parce que s'ils ont accédé à ça, c'est parce que nous avons accepté de faire le combat. Ces précisions ouvrent ainsi la voie à 3 heures de débat sur les acquis de la révolution de mars 91. Pour grand nombre d'intervenants, si le 26 mars était considéré comme le point de départ du changement au Mali, force est de constater que l'objectif est encore loin d'être atteint. Le chômage, c'est encore vraiment plus grave qu'à ce moment. Les choses ont évolué, c'est vrai, la population a évolué, les nombres vraiment de jeunes diplômés qui sortent également est plus élevé qu'à ces temps. D'où aujourd'hui encore vraiment un recentrage des choses. Il faut que l'État se mette dans cette logique. Il faut chercher les voies et moyens pour que les gens du travail. Cette conférence débat aura donc été un cadre de retrouvailles entre anciens et nouveaux militants de l'UNTM. Une occasion pour les uns et les autres de mesurer le chemin parcouru en souhaitant une centrale syndicale davantage à l'écoute des travailleurs conformément aux idéaux de la révolution populaire de mars 91. Le ministre du Travail, devrais-je dire, Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargée des relations avec les institutions, Madame Diarra Rakitala, s'est rendue hier à Genève, en Suisse, pour participer à la 323e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail BIT, prévue à Genève. Donc, à cette importante rencontre internationale à laquelle le Mali participe en qualité de membre suppléant du conseil d'administration du BIT pour la période 2014-2017. Plusieurs questions à l'ordre du jour seront évoquées, seront examinées, entre autres l'évaluation de l'impact de la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, le rapport du comité sur la liberté syndicale, l'emploi mondial et les défis sociaux, le suivi et l'analyse des progrès accomplis en matière de travail décent. Je vous le disais dans les titres, Soumaïla Cissé est le nouveau chef de l'opposition politique. Il a été désigné cet après-midi par son parti, l'Union pour la République et la démocratie, URD. C'était à l'issue d'une réunion extraordinaire. Un choix conforme à la nouvelle loi portant statut de l'opposition, selon laquelle le chef de file de l'opposition est issu du parti ayant obtenu le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Le premier vice-président de l'URD, professeur Salikou Sanogo, est au micro de Bourama Traoré sur le sens de la désignation du nouveau chef de l'opposition. Conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle numéro 2013-12/CCEL du 31 décembre 2013, portant proclamation des résultats définitifs
du deuxième tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, l'Union pour la République et la démocratie est le parti politique déclaré dans l'opposition ayant le plus grand nombre de députés avec ses 18 députés. Aussi, l'URD doit désigner en son sein le chef de file de l'opposition. C'est pourquoi, réuni en réunion extraordinaire aujourd'hui, le bureau exécutif national de notre parti a désigné à l'unanimité chef de file de l'opposition politique, le camarade et honorable Soumaïla Cissé, député élu à Niafinké, président du parti. Nous allons dès demain notifier son nom au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. À charge pour lui de le communiquer au président de la République qui doit, à son tour, le nommer par décret, le tout conformément à l'article 14 de la nouvelle loi, je cite, le nom du chef de file de l'opposition politique est notifié par son parti au ministre chargé des partis politiques qui le communique sans délai au président de la République. Fin de citation. Le chef de file de l'opposition politique est nommé par décret du président de la République. Après notre réunion de cet après-midi, nous avons tenu également à informer les autres partis membres de l'opposition de cette décision. Suite aux recommandations issues des réunions du 24 février 2015 et du 5 mars 2015 du cadre de concertation ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation partis politiques et l'avis du Conseil des ministres du 11 mars 2015 sur l'organisation des élections communales, régionales et du district de Bamako, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation informe l'ensemble des citoyens maliens, les partis politiques, les groupements de partis politiques, les candidats indépendants que les élections communales et régionales prévues le 26 avril prochain sont reportées à une date ultérieure. Les mesures législatives et réglementaires nécessaires seront prises à cet effet. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation compte sur la compréhension de tous. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, informe la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Jumada Sani ou la Syrie Laban a été aperçu dans notre pays à la date du samedi 21 mars 2015. En conséquence, le mois lunaire Jumada Sani ou la Syrie Laban a débuté au Mali le dimanche 22 mars 2015 sur toute l'étendue du territoire national. L'actualité sur un tout autre plan, la société Chaux et Carrières de Toukoto vient de mettre à la disposition des acteurs du monde agricole et des mines les résultats préliminaires d'expérimentation de la pratique du chaulage sur les sols acides au Mali. La rencontre qui vient de s'ouvrir à l'hôtel du cinquantenaire, ça c'est à Sikasso, a été présidée par Boubou Sissé, le ministre des Mines. Compte rendu depuis Sikasso de Sekou Konaté. Par la présente rencontre qui regroupe les services centraux de l'agriculture, partenaires techniques et financiers, sociétés coopératives de producteurs agricoles, la société Chaux et Carrières de Toukoto veut partager les résultats d'une phase d'expérimentation de la pratique du chaulage sur les sols acides au Mali. Les résultats depuis 2 années sont très probants. Et correction de l'acidité des sols, augmentation des rendements agricoles, des fois de l'ordre de 55%. Nous travaillons actuellement avec le soutien de nos banques partenaires et de l'ensemble des partenaires à mettre en place un outil industriel qui va nous permettre de produire entre 200 000 et 300 000 tonnes de chaux agricoles par an. Ici, les produits miniers locaux, l'introduction de la chaux, de la société Carrières et Chaux de Toukoto dans l'agriculture s'impose donc comme une réponse à l'acidité des sols. Cette année, on va faire un vaste programme de chaulage. Donc on a commandé des chaux. Donc c'est pour que les paysans puissent respecter la dose, non seulement des engrais minéraux, mais ce qu'on va placer comme chaux, que les paysans utilisent ça. Il s'agit d'une initiative extrêmement importante qui entre clairement dans le cadre de la nouvelle vision qui a été définie par le président de la République par rapport
rapport à l'exploitation minière dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où nous ne voulons plus exploiter nos minerais juste pour générer des revenus. Nous voulons aussi intégrer ce secteur-là minier au reste de notre économie, en particulier l'agriculture. Et déjà, pour la campagne 2015, les associations des producteurs agricoles et les géants du textile entendent élargir l'expérience et l'utilisation de la chaux à plusieurs zones de production agricoles. La coordination des associations féminines, la CAFO, était à Farabana pour être aux côtés des femmes rurales. La CAFO, qui fête son 23e anniversaire, reçoit aussi la réponse de son appel de Kirina. Une cérémonie grandiose, nous dit notre envoyé spécial Mariam Sagara. Farabana 2015, c'est la rencontre des femmes du Nord et celles du Sud. Farabana 2015, c'est aussi la solidarité entre femmes rurales et urbaines. Ces femmes du Mali se sont retrouvées en masse autour d'un idéal, la cohésion dans la paix, une réponse de l'appel de Kirina. Cet espace féminin riche en échanges a révélé le parcours de la CAFO, ses objectifs et ses acquis en 23 ans. Les braves femmes de la CAFO, qui peut dire mieux? Elles sont présentes sur tous les sentiers. Elles sont vaillamment présentes sur tous les fronts. Elles ont été patriotes qui n'ont jamais cessé de défendre le Mali. L'aigle peut baisser la tête, mais les femmes de la CAFO ne le baisseront jamais, jamais. Pour lancer un appel à nos frères des mouvements armés en leur disant de revenir à la maison, car les mamans ont trop souffert et souffrent toujours. Poèmes et discours en bamana. Cette cérémonie, principalement en langue nationale, était celle des femmes rurales. La CAFO participe activement à la lutte contre les maladies à virus, notamment le sida et Ebola. Cette journée de sensibilisation et d'information permettra aux femmes rurales d'accéder aux informations relatives à la politique agricole du gouvernement afin de valoriser la place de la femme rurale dans un domaine initialement réservé aux hommes. Encore faut-il que cette population soit débarrassée de tous les maux qui la menacent. Je vais dire là une population saine, dynamique et pleine d'énergie. Une nation qui se soucie de sa santé est une nation qui peut relever tous les défis. C'est pourquoi, soucieux de la bonne santé et du bien-être de la population rurale, le NICIDA, par ma voix, n'a pas refusé de rester à marge d'un tel événement. Farabana Mousso, Aniché. La coordination des associations et ONG féminines a un bilan plus que jamais positif. Elle est le cordon ombilical de toutes les femmes actives du Mali depuis 2012. C'est pourquoi la mobilisation ce jour à Farabana était très forte. Ce mardi 24, la musique du terroir à Farabana était le Takamba. 3 forages offerts par l'honorable Bourama Tidiane Traoré ont été inaugurés, c'était samedi dernier. Les villages de Banazolé, Monobala et Kamanégué dans le cercle de Kati ont bénéficié de ces ouvrages. Envoyé spéciaux Aliou Touré et Isaac Tino. D'un coût de plus de 16,5 millions de francs CFA, ces forages ont été réalisés précisément dans les villages de Banazolé, village d'origine de l'élu, Monobala et Kamanégué. Partout, l'eau a été accueillie avec joie. À Kamanégué, on ne trouve pas de l'eau ici. On partait jusqu'à Djalagoro ou bien jusqu'au fleuve pour la recherche de l'eau. Quand l'eau manque, la vie devient impossible. Je pense quand même que je suis un enfant d'un milieu rural. Donc les difficultés d'eau dans le milieu rural ne m'échappent pas. Étant aussi un élu de l'Assemblée nationale, je parcours tous les villages et je suis très attentif à leurs demandes. Le représentant du ministre des Maliens de l'extérieur, le représentant de celui de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable ont exhorté les populations à faire bon usage de cet investissement. Ils ont invité d'autres bonnes volontés à faire autant. La réalisation de ces 3 forages à titre de don d'un montant de 16 750 000 francs CFA fait de vous, honorable député, un acteur au développement, un homme utile à lui-même, à la société et à l'État malien. C'est un appel que je lance aux citoyens maliens de suivre l'exemple. C'est un soulagement pour les femmes qui vraiment avaient des difficultés énormes à avoir de l'eau. Plusieurs autres élus et personnalités ont pris part à cette série d'inaugurations. L'eau est source de vie, qui donne l'eau, donne la vie.
Le projet intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali tient la 4e session de son comité de pilotage. Au menu de cette rencontre, l'examen et l'adoption du rapport d'activité, la validation du projet, programme et du budget 2015. Et pour faire face à ces initiatives, le projet envisage de mobiliser environ 855 millions de nos francs. Reportage Abdrahman Meiga. C'est désormais connu. Le budget 2015 du projet Intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 855 millions de francs CFA. Avec ce montant, le projet entreprend en 2015 la réalisation de plusieurs activités, parmi lesquelles la promotion des pratiques agricoles climatiquement résilientes, le renforcement des capacités des producteurs sur les mesures d'adaptation climatique. Notre approche est basée sur l'apprentissage en pratiquant qui utilise le champ école comme outil de renforcement des capacités des acteurs. Donc, ce champ école est bâti d'abord sur les préoccupations, les problématiques d'ensemble d'une communauté. Et ces problèmes sont hiérarchisés et ensemble avec ces acteurs, nous essayons de trouver les solutions communes à leurs problèmes. Le projet fera également face en 2015 au renforcement des actions de sensibilisation des acteurs et des bénéficiaires sur les enjeux des changements climatiques, tout en appuyant les producteurs en équipement et en matériel agricole. Nous devons garder à l'esprit que la promotion des activités génératrices de revenus contribue à renforcer la résilience des populations rurales en soutenant les économies des ménages face aux chocs éventuels et la prise en charge des coûts financiers liés à la mise en œuvre de certaines pratiques d'adaptation. Pour donner plus de visibilité à ces actions, le projet Intégration créera un réseau de clubs d'écoute communautaire dans sa zone d'intervention. Cette zone comprend 134 communes réparties entre les 5 régions du Mali, à savoir Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Première rencontre des membres du comité d'orientation du Centre national d'appui à la santé animale. Il s'agit de définir les grandes lignes d'orientation de la structure, adopter le programme annuel du centre, examiner aussi le rapport d'activité du centre et faire des propositions d'amélioration des rendements du centre. Compte rendu Adama Koulibaly. Le Centre national d'appui à la santé animale, CNASA, est un service avec comme mission d'évaluer et apprécier les risques sanitaires des animaux, qu'ils soient terrestres ou aquatiques. Le centre apporte un appui conseil aux services vétérinaires. Les éleveurs sont extrêmement importants pour la réussite de nos missions. Donc il est extrêmement important qu'ils s'impliquent avec nous, qu'ils nous fassent remonter les informations sanitaires, même depuis le stade de la rumeur. Le centre maintient un système de veille et d'alerte précoce en cas de menace majeure de la santé animale. Pour ces gestionnaires, il doit être appuyé par les éleveurs. Le Centre national d'appui à la santé animale est administré par un comité d'orientation. Ce comité est chargé de définir les grandes orientations du centre, d'adopter le programme annuel du centre, d'examiner le rapport annuel d'activité du directeur général et de faire toute proposition visant à améliorer le rendement du centre. Le CNASA, avant cette première session, a mené des activités. La formation des éleveurs néo-alphabètes qui sont utilisés comme relais pour la restitution des notions d'identification des signes de maladie et la remontée des informations sanitaires aux agents techniques en charge de la santé animale. La diffusion de supports de communication pour la mobilisation des éleveurs autour des activités de services vétérinaires. Cérémonie de remise de prix aux meilleurs revendeurs d'intrants agricoles, démonstrateurs et producteurs de semences. L'activité est organisée par l'ONG Mali Agricultural Market Development Trust Mali Mark dans le cadre de la campagne agricole 2014-2015. Les régions de Ségou, Koulikoro et le district de Bamako qui constituent la zone de couverture du projet sont concernés, nous explique Cheikh Oumar Sangaré. Le prix de la meilleure coopérative des producteurs de semences est revenu à Kolongo. Le prix de la meilleure association des revendeurs d'intrants agricoles a été enlevé par Djoïla. Celui du meilleur démonstrateur pour la diffusion des nouvelles technologies a été décerné à Ibrahim Ouagé de Baraoudi. À travers cette activité, Mali Mark entend contribuer au renforcement du système de distribution des intrants agricoles au Mali. Agrodealer signifie revendeur d'intrants agricoles. Ce programme vise
spécifiquement le développement des capacités techniques et d'affaires des agro-dealers en vue de faciliter l'accès aux agriculteurs des intrants, bâtir un système de distribution efficace qui permettra aux producteurs d'accéder à une gamme diversifiée d'intrants et de technologies, faciliter l'accès des producteurs aux intrants en vue d'augmenter leurs revenus dans une dynamique d'amélioration de la production et de la productivité agricole, voilà tous les sens de la démarche de Mali-Marc. Une vision partagée par les départements en charge de l'agriculture. Si le paysan malien n'a pas accès facilement à l'intrant, au plan géographique et au plan financier, il ne va pas acheter. Et si l'intrant n'est pas là, vous avez beau mettre, vous avez beau avoir la pluie, vous avez beau avoir la pluie, vous avez beau avoir le soleil, s'il n'y a pas la bonne segmentation de qualité, il n'y aura pas le projet agricole. Cette activité, qui est à sa 2e édition, s'inscrit dans le cadre du projet Agro-Dealer to Farmer ADF. Un projet de 3 ans mis en œuvre par Mali-Marc et financé par l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Phase finale du concours national d'orthographie et de lecture, d'orthographe et de lecture, 2e édition. 16 lycées sont qualifiés sur 104 ayant postulé à travers le pays. Et ces établissements du public et du privé sont de Bamako et 10 autres localités dont Tombouctou. Plusieurs anciens ministres dont la marraine du concours, Madame Togola, Jacqueline Marie Nana et Morifi Sissé, représentant le ministre de l'Éducation nationale, ont effectué le déplacement à la Bibliothèque nationale. Moïse Traoré était lui aussi présent. Voici son compte rendu. 16 lycées sont qualifiés pour les demi-finales de la 2e édition du concours national d'orthographe et de lecture. En tout, 104 établissements du public et du privé ont pris part à la compétition. Lancées il y a bientôt 2 mois, les épreuves se sont déroulées dans la capitale et 10 localités dont Tombouctou. Le 3e millénaire est sans nul doute le monde de l'excellence où toute médiocrité sera un handicap majeur. En investissant dans l'éducation de nos enfants, nous avons tout à gagner car c'est le meilleur investissement qui soit. Le professeur Younous Ahmed Diko qualifie l'initiative d'aventure éducationnelle à encourager. Marraine et invité n'ont de même pas tari d'anecdotes et d'éloges. Le concours est donc une façon d'accompagner les jeunes scolaires afin de les soustraire des impacts négatifs des nouvelles technologies de l'information et de la communication avec leur nouvelle orthographe, des SMS. L'orthographe et la lecture ne sont que des éléments importants de la langue française, mais pas de tout. Il vous appartient de cultiver la langue française à travers les livres, à travers les cours dispensés par vos professeurs. Le français, c'est aussi la grammaire. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale a invité les enseignants à la maîtrise des techniques de dictée. Les meilleurs lycéens recevront leur prix le 4 avril. Auparavant, ils s'affronteront en finale mercredi 1er avril 2015. Aujourd'hui, 24 mars 2015, l'Organisation mondiale de la santé se joint au reste de la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème retenu pour cette édition est « Contre la tuberculose, passant à la vitesse supérieure ». Selon le représentant de l'OMS, Dr Ibrahima Assoucéfal, au cours des 12 derniers mois, l'OMS estime que la tuberculose a tué plus d'un demi-million de personnes dans les régions. C'est pourquoi il lance un appel au gouvernement pour leur demander de faire en sorte que les interventions de leur programme de lutte contre la tuberculose soient alignées sur la stratégie de l'OMS. Inaba. Chaque année, environ 9 millions de nouveaux cas de tuberculose sont enregistrés dans le monde. Cependant, 3 millions de nouveaux cas ne sont ni diagnostiqués, ni traités ou sont diagnostiqués sans être enregistrés par les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. Ces populations vulnérables comprennent les femmes et les enfants, les personnes vivant avec le VIH, les diabétiques, les réfugiés, les mineurs et les anciens mineurs, les prisonniers et les consommateurs de drogue, qui ne bénéficient pas toujours d'un accès suffisant aux services de santé de base. Les personnes pauvres
n'a pas encore été résolu de manière satisfaisante. Je lance par conséquent un appel à tous les pays et partenaires afin d'intensifier les efforts visant à atteindre, traiter et guérir tous les patients tuberculeux et d'accorder une attention spéciale aux zones mal desservies ainsi qu'aux populations vulnérables. Les personnes souffrant de tuberculose et leurs familles doivent se conformer aux traitements antituberculeux pour améliorer le taux de guérison, contrôler la propagation de l'infection et minimiser l'émergence de la pharmacorésistance. Dernier point de ce journal, sport, football, le championnat d'Afrique des Nations Sénégal 2015 a pris fin dimanche dernier à Dakar avec le sacre du Nigeria. Le Mali, lui, a terminé au 4e rang. Les Aiglons ont regagné Bamako. Aujourd'hui, à l'accueil, le ministre des Sports, Ousseynou Amion-Guindo, et un parterre de personnalités. On écoute le ministre des Sports venu reconforter le moral des joueurs et du staff technique. Il est au micro de Siragatou Sissé. D'abord, je pense qu'il faut retenir premièrement que ces joueurs ont mouillé le maillot pour le pays. Ils ont honoré la nation. Donc, pour ce faire, il s'agit vraiment de les remercier pour avoir dignement représenté le Mali. Il s'agit aussi de les féliciter pour leur qualification à la prochaine Coupe du Monde qui viendra très bientôt, notamment en fin mai. Et il s'agit aussi de les encourager à faire mieux et à mieux défendre les couleurs du Mali et les couleurs de l'Afrique à la Coupe du Monde. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain à 10h avec Rachel Tessougué. Excellente nuit à tous. Au revoir.